Et alors? Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à l'EJMA, donc l'école de jazz et de musique actuelle de Lausanne. École de musique, mais on collabore avec les rencontres 7e art depuis le début, donc ça fait 8 ans, c'est la 8e édition, qu'on accueille des invités exceptionnels, comme c'est le cas d'Alice Taglioni aujourd'hui, pour parler cinéma, mais surtout musique et cinéma. C'est toujours des petits focus axés vraiment sur la musique. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement le fondateur des rencontres 7e art, Vincent Pérez, ainsi que sa directrice générale, Alexandrine Cole, et toute l'équipe qui font en sorte que cet événement puisse avoir lieu et qu'on puisse avoir des moments d'échange comme celui qu'on va avoir maintenant. Vous l'avez vu, elle est là. Elle a commencé pianiste, ensuite elle est devenue actrice. La musique ne l'a jamais quittée. Pour celles et ceux qui étaient présents, qui avaient la chance d'être là jeudi passé à la cérémonie d'ouverture au Capitole, vous avez eu, tout comme moi j'espère, le bonheur d'entendre ses compositions. Elle a un nombre impressionnant de films à son palmarès, de téléfilms, de séries télévision, du théâtre. Mesdames et messieurs, je vous prie à nouveau d'accueillir et d'applaudir Alice Taglioni. Merci beaucoup. Donc, allez, allons-y. Alice Taglioni, pianiste, c'est marqué là. Ouais, je vous ai dit, quand il y avait la photo, voilà, j'ai dit, ça fait plaisir de voir actrice et pianiste. Ça me fait plaisir. Parce que donc, vous avez commencé par le piano, c'est ça? J'ai commencé très jeune. Mon frère prenait des cours de piano et j'allais toucher le piano pendant qu'il prenait ses cours. Et la prof a dit qu'elle y aille aussi, qu'elle prenne des cours. Donc c'est moi qui suis allée vers cet instrument et ça m'a jamais quittée. Famille de musiciens, non professionnels, mais vraiment j'ai été baignée dans la musique depuis toujours. Et donc ça a été la première partie ça a vraiment fait partie de mon enfance. Le piano, c'est très lié à qui je suis. Donc voilà, première vie. Donc voilà, mais une première vie basée autour de la musique classique essentiellement, oui, c'est ça? Oui, des concours très vite, les concours Bellan, les concours UFAM, je sais plus trop, mais la musique classique avec quand même toujours cette idée de temps en temps s'éloigner un peu grâce à une fausse note sur le clavier, grâce à des envies de composer aussi assez vite. C'est beaucoup ma maman qui est présente ici, avec qui j'ai travaillé. Et ma mère a une vraie fantaisie dans le travail. D'ailleurs, c'était un peu le drame de ma grand-mère qui voulait, je pense, qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui soit un peu plus professionnel que les autres. Et donc, ça n'a pas été ma mère qui justement partait très vite dans des improvisations. Mais je pense que ça vient d'elle, cette envie, et en plus avec de la légèreté, de la fantaisie. Donc, beaucoup de classiques, beaucoup de travail, évidemment, d'exigence, mais aussi une envie de créer et de vivre ça de façon peut-être un peu plus légère parfois. Parce que j'ai cru, alors vous me corrigez si c'est faux, mais j'ai cru lire quelque part sur Internet que une fameuse Méphisto-valse de Liszt jouée par un élève plus jeune que vous et beaucoup mieux que vous, à un moment donné, vous a fait vous poser des questions. Non, je me suis posé. En fait, moi, je prenais des cours particuliers avec une prof qui était formidable et on avait un vrai lien et elle me portait un peu au nu, quoi. Elle me citait beaucoup en exemple. C'était formidable. C'était dans notre. C'était pas à Paris. Bon, j'avais cette image-là un peu pas de la surdouée, mais bon, c'était agréable. Et quand je suis rentrée au conservatoire de Paris, je me suis retrouvée avec des élèves qui non seulement avaient le même niveau que moi, mais même bien plus. Et je suis passée de la meilleure d'un groupe à pas la meilleure, et en tout cas peut-être pas celle qui travaillait suffisamment, très vite rattrapée par des plus jeunes, parce qu'il y a une compétition. Alors je vous parle de ça il y a 20 ans, 25 ans. Et
encore peut-être plus. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant dans les conservatoires, mais il y avait vraiment c'était à qui travaillerait le plus, c'était une vraie compétition. Souvent, c'était des élèves qui avaient 12 ans, 13 ans, alors que moi, j'en avais 15, 16. Bon, j'étais pas beaucoup plus âgée, mais... Et c'était un répertoire très compliqué. Méphistophèles, c'est une œuvre... Enfin, c'est un morceau, quand même. Et effectivement, lorsque j'ai passé mon prix, et que j'ai quand même... C'était difficile pour moi, je me rendais compte qu'il y en avait pour qui c'était plus évident, et surtout qui était plus désireux de rester dans ce milieu-là. Moi, j'avais envie de liberté. Le conservatoire, ça a marqué pour moi la fin d'un vrai plaisir. Cette compétition, cette obligation de 4, 5, 6 heures par jour à vraiment compter, à regarder, à mettre son réveil pour voir si on avait bien assez travaillé. C'était plus ce que j'aimais, moi, dans la musique. Mais tant mieux, tant mieux. Ça s'est un peu mal fini dans le sens où j'ai arrêté quelque chose. Pourtant, j'avais consacré quand même les premières années de mon existence à cet art-là. Donc je l'ai arrêté parce que j'étais pas assez haut niveau, parce que j'avais pas eu mon prix. Mais ça m'a permis d'avoir envie d'autres choses aussi, notamment de m'inscrire dans une école de jazz qui s'appelait la Bill Evans Academy. De m'inscrire dans un cours de théâtre parce que je voulais autre chose que la musique comme moyen d'expression. C'était important de découvrir la parole, de découvrir le corps. Et c'est grâce à ce cours de théâtre que j'ai rencontré les premières personnes qui m'ont permis de travailler et de découvrir ce métier qui est mon métier avant tout et que j'aime par-dessus tout. Et qui m'a permis aussi de retrouver la musique. Je voulais être Martha Argerich, clairement. Donc la barre était haute. Et voyant bien que je ne serais pas Martha Argerich, j'ai arrêté. Mais je me suis dit, la musique, ça ne va pas s'arrêter là. Le piano, ça ne va pas s'arrêter là. Il va falloir que je trouve un moyen pas d'être sur le devant de la scène, parce que c'est pas ça qui m'intéressait, mais de jouer, mais différent. Et je savais que via le cinéma et grâce à cette visibilité que ça apporte, je retoucherais à cet instrument et à ce rêve de me produire sur scène en tant que pianiste. Je relisais une interview dans je ne sais plus quel magazine, une des premières interviews que j'ai données, j'avais, je sais pas, 24 ans, 25 ans, et je lis qu'effectivement, je trouverais un moyen de revenir au piano et de revenir sur scène. Donc je me dis, 20 ans après, c'est drôle, alors que ça m'avait peut-être un peu... J'y pensais pas, mais de se dire, c'est marrant, quand on veut vraiment quelque chose, ou en tout cas quand on le ressent, et qu'on se l'autorise, on y arrive. Hein, vous entendez, c'est important. Ouais, je pense. Je pense que c'est important. Vous avez mentionné quelque chose qui est très intéressant tout à l'heure, qui est le côté très rigide que peut avoir un conservatoire. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais j'ai discuté avec lui parce qu'on se connaît assez bien, avec André Manoukian, le pianiste français, qui vient d'être mandaté par la ministre de la Culture, Rachida Dati, pour réfléchir à la réintroduction de l'improvisation dans les conservatoires de musique. Quelle bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu il y a 150 ans, 200 ans, et puis qui était quand même l'ADN. Parce que soi-disant, c'était pas noble, mais qu'est-ce que c'est dommage, parce que quand on est petit, on peut apprendre tellement de choses. C'est vraiment le moment où on peut en recevoir énormément de choses. Et d'avoir... Je ne sais pas si c'est vraiment que français, mais quand on est dans un conservatoire où on a le temps, la possibilité d'apprendre plein de choses, n'être que focalisé sur un instrument et sur un genre de musique et d'apprentissage, c'est vraiment dommage. Et j'ai regretté. Heureusement que j'avais ma famille, j'avais ma mère pour improviser, mais j'ai regretté ça. Moi, mon rêve, ça aurait été de pouvoir aller sur scène, faire des bœufs, des jams, et accompagner des groupes comme ça, mais genre
on se lève, là il y a un batteur, un bassiste, un guitariste, et on décide d'aller jouer un standard de jazz. Et j'aurais adoré faire ça, sauf que moi je me suis rendu compte que si j'avais pas ma partition, je n'étais pas capable. J'avais pas cette liberté. Ça. Et donc ça m'a manqué. Mais de la même façon qu'il y a des musiciens qui ont appris tout seuls, qui savent pas forcément lire les notes, qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une partition. Leur regret absolu, c'est de ne pas savoir faire ça. Donc c'est dommage, parce que les deux devraient être complémentaires. Et donc très bien, André Manoukian. Et la musique, il faut l'amener maintenant d'une autre façon. Il faut apprendre ça aux enfants différemment. Il faut arrêter d'imaginer que c'est quelque chose qui est réservé à une élite, ou en tout cas à des gens qui sont prêts à travailler 8 heures par jour. La musique, c'est censé être un langage universel, c'est censé élever. Bien sûr, il faut travailler, mais on n'est pas obligé de passer par quelque chose qui est la règle, le coup de bâton sur la main. Et non, ça doit rester un plaisir. Je pense à des pianistes, je vais citer Sofiane Pamar, parce que je trouve que lui, depuis quelques années, ouvre la musique, fait rentrer ce genre, même si ce n'est pas du répertoire classique, mais fait rentrer le piano dans les familles. Il joue aussi avec des DJ, des rappeurs, mais il ramène le piano au devant de la scène comme quelque chose qui n'est pas réservé à un public de connaisseurs. Et quand maintenant, moi, je me mets à composer et surtout à aimer l'idée de faire partager ça, je pense à lui et je me dis, mais merci d'ouvrir cette voie-là, parce que ça permet aussi de s'autoriser à se dire que même si on n'est pas Bach, Ravel, Debussy et tous ces génies qu'on connaît, on peut quand même composer et faire de la musique. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que, je vous le disais tout à l'heure, on a accueilli, c'était il y a 2 ans, Gabriel Yared ici, et qui nous expliquait aussi que justement, vous parliez des fausses notes avant. Et il y a ce thème de 37,2 le matin où il y a cette blue note au milieu, il nous l'expliquait bien. Cette note, a priori, c'est une note qui n'est pas juste. Ouais. Simplement, elle sonne bien. Voilà. Et dissonance, Gonzalez, je ne sais pas si vous voyez qui est ce musicien qui a été connu avant dans le hip-hop, qui a touché à tout. Lui, c'est un des premiers aussi que j'ai adoré en tant que pianiste soliste. Il a beaucoup ça, ces notes qui sont un peu dissonantes et puis qui finalement ne sont pas du tout dissonantes et qui rendent cette musique si... Je sais pas, ça fait quelque chose la musique. Hein. Parfois, c'est douloureux. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on entend des choses, on est à la fois transporté de bonheur et ça provoque quelque chose d'incroyable, mais en même temps, ça fait mal, ça fait pleurer. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ces moments-là qu'on ressent aussi dans la musique, entre autres. Hein. Alors justement, vous dites ça fait mal, ça fait pleurer, ou alors ça peut faire rire, ça peut. Oui, c'est pour ça que je dis entre autres. Mais il y a les musiques sur lesquelles on a envie de danser, de partager. C'est ça. Mais il y a justement, puis c'est peut-être ça qui va nous intéresser aussi beaucoup, cette relation entre la musique et l'image. Parce que c'est vrai que la musique va pouvoir donner un angle différent. C'est vrai que si on voit un film muet et qu'ensuite on voit la même scène avec de la musique, on va être transporté par quelque chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous parle? Est-ce que ce ne serait pas la musique qui m'a fait aimer le cinéma? Ouais. Peut-être aussi. Alors, la musique, ça m'a été transmis du côté maternel, le cinéma plutôt du côté paternel. C'est lui qui m'emmenait voir le plus souvent des films au cinéma. Et donc, j'avais ces deux univers-là depuis toute petite, qui étaient des univers qui me touchaient profondément et qui, effectivement, l'un n'allait pas sans l'autre. C'est étonnant de voir des films sans musique. Je pense à un film qui s'appelle Dogville, qui était sorti il y a 20 ans, je crois. Et je crois qu'il n'y a pas une note de musique, c'est particulier. Alors la musique, on se l'invente, c'est une musique des mots. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai joué dans une série qui s'appelle OVNI. Et j'avais déjà commencé à poster quelques compositions sur Instagram. D'ailleurs, c'est beaucoup... On parle souvent des réseaux sociaux... dans les côtés dangereux et pas forcément positifs que ça peut avoir. Moi, en revanche, ça m'a vachement donné confiance pour ma musique, parce que j'ai commencé à faire des petites vidéos pas longues, et j'ai eu tellement de retours de gens
qui étaient touchés par ça, que ça m'a donné vachement confiance, quoi. Ça m'a touché beaucoup. Et Anthony Cordier, qui est un réalisateur avec qui j'ai joué dans OVNI, avait vu ces vidéos et m'avait demandé les références de ces morceaux et qui contacter pour pouvoir avoir les droits et pouvoir les utiliser. Donc j'étais hyper heureuse de pouvoir lui dire que je les jouais, mais que je les avais composés. Donc c'est ma première vraie expérience, mais j'ai pas fait un travail sur l'image. La musique existait déjà. Maintenant, moi, j'adorerais, et ça viendra, parce que voilà, j'aimerais avoir des images, un réalisateur qui me dit voilà moi ce que j'imagine, et essayer de créer dessus. Ça doit être très intéressant, passionnant de faire ça. Et parce que vous avez, depuis que vous avez repris le piano, vous n'avez pas pris des cours, vous l'avez fait de manière autodidacte. J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai arrêté de travailler 8 heures par jour. Mais il y a eu le confinement, il y a eu mes tout petits-enfants, il y a eu moins de tournages et un besoin de... Enfin, je ne pouvais pas rester comme ça et j'avais besoin de nourriture artistique. Et la seule personne qui était devant moi, c'était mon piano. Et à un moment, je me suis dit, puisqu'on s'est mal quitté avec le répertoire classique, pourquoi je ne travaillerais pas le dernier morceau que j'ai joué, qui était les Variations sérieuses de Mendelssohn, qui est un sacré morceau, hein, une sacrée partition aussi. Et pourquoi j'irais pas voilà, je suis allée voir chez Steinway, ils ont un très beau showroom à Paris, avec une salle de concert de 40 ou 50 personnes, et je leur ai dit, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour une date? Moi, je travaille ce répertoire-là, et je fais venir du public, du milieu du cinéma, entre autres, et je fais ce concert. Donc, je me suis lancé ce défi-là, qui n'était pas évident, parce que là, pour le coup, j'ai retrouvé les 6-7 heures de travail, d'exigence. J'ai adoré. Hein. J'ai adoré. On ne travaille pas de la même façon à 40 ans qu'à 15 ans. C'est comme, parfois, on fantasme de retourner à l'école, parce qu'on se dit, ce que je détestais à 12 ans, là, j'aimerais bien, avec le recul que j'ai, le réapprendre ou le revivre. Donc j'ai adoré ça, et c'est revenu. Donc ce lien avec le travail, cette légitimité est revenue. J'avais envie de montrer aussi aux gens de mon métier, c'est-à-dire du cinéma, j'avais envie de leur dire, non pas regardez ce que je sais faire, mais regardez qui je suis. C'était très important pour moi voilà, parce que on a une image, on représente quelque chose qui est souvent un peu fantasmé, souvent un peu éloigné de ce qu'on est réellement. Donc c'était une façon de leur dire, voilà, moi c'est aussi qui je suis. Et à partir de là, ça m'a donné confiance et envie. Et c'est très bien d'avoir retrouvé le répertoire classique, d'avoir retrouvé ce niveau, mais c'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Ce sera un plus. Moi, j'ai envie de jouer sur scène, aussi bien au théâtre, des textes, mon métier d'actrice, aussi bien sur les plateaux de cinéma, mais j'ai envie d'être sur scène et de jouer. Quand je vois un piano, quand j'allais à des concerts plus jeunes où il n'y a pas encore, je voyais un piano sur scène, je me disais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir monter sur scène et jouer. Sauf que jouer quoi, jouer voilà. Mais ça me faisait rêver, et donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc on va vous voir sur scène bientôt alors. J'espère venir vous voir aussi sur scène, venir voir les gens et partager ça. Mais sans arrêter, ça c'est important pour moi. J'aime mon métier infiniment. Je suis reconnaissante tous les jours de l'avoir rencontré, et ce serait terrible. C'est des questions qu'on se pose qui servent à rien, mais si tu devais choisir entre l'un ou l'autre, je pourrais pas choisir. Je crois que je choisirais le cinéma, vous voyez, parce que la musique je l'aurai toujours, quoi qu'il arrive, mais le cinéma c'est trop beau. Ouais.
Mais alors, du coup, donc vous prenez pas de cours spécialement? Si. Ah, Alors, vous non, prenez des cours. c'était super parce que quand j'ai retravaillé justement mes variations sérieuses, je suis allée au conservatoire où j'avais étudié pendant si longtemps à Paris. Et j'avais un prof qui s'appelait Jean-Marie Cotet, qui m'impressionnait beaucoup quand j'avais 15 ans, qui était sympa, mais qui trouvait toujours que j'avais pas assez bossé. Et je suis rentrée, je me suis dit, tiens, ça se trouve, il est encore là. Je suis allée voir le gars de l'accueil qui était le même, qui a 25 ans. Même coiffure, même cheveux longs, le même. Moi, je l'ai reconnu tout de suite, lui, il m'a pas reconnu. Et j'ai dit, est-ce que Jean-Marie Cotet, toujours au conservatoire? Oui, salle 322. Oh, je peux y aller? Bah oui, allez-y. Donc j'ai frappé, j'étais là, on s'est pris dans les bras. C'était formidable. Et lui, je lui ai dit, est-ce que vous seriez... Alors il m'a dit, non, on ne se dit pas vous, on se dit tu. Bon, est-ce que tu serais d'accord de m'aider à travailler? Donc non seulement il m'a aidé, mais en plus après, on s'est retrouvés à jouer ensemble. On a fait des concerts de 4 mains, de 2 pianos. Enfin, c'est juste incroyable. J'avais ce prof, quand j'avais 15 ans, qui m'impressionnait, qui était un peu intouchable. Et 30 ans après, je joue avec lui dans des concerts. Et en plus, il imagine, il estime que j'ai un niveau suffisant pour jouer avec lui. Enfin, c'était génial. Consécration, c'est génial. Consécration, je sais pas, mais les petites joies quand même de l'existence. Fantastique. Ouais. Et du coup, alors, vous jouez avec lui, ça vous remet à niveau, mais quelles sont en fait vos influences? Qu'est-ce qui vous alimente musicalement? Si vous deviez jouer sur scène, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous avez un compositeur? Moi, ce que j'aimais pas au conservatoire, c'est qu'on nous imposait un répertoire, mais c'est normal, c'est pour travailler. Par rapport à la technique, on est obligé de travailler certains compositeurs plutôt que d'autres, mais moi, il y en avait que j'aimais plus que tout. Rachmaninoff, Ravel, Mozart, Bach, j'en oublie. Mais c'était eux que je voulais jouer. Donc moi, je travaillais toujours les mêmes morceaux et pas assez ce qu'il fallait à côté. Mais si je devais aller sur scène, en dehors de ce que moi je compose, ce serait un autre rêve. On va pas dire inaccessible, parce qu'encore une fois, quand on veut, on peut, mais ce serait de jouer à un concerto de Rachmaninoff. C'est sublime, c'est les plus beaux. Mais là, quand même, il y a du boulot. beaucoup travailler, beaucoup de temps, et je suis pas sûre que je l'aurai. On verra. Peut-être, 70, 75 ans. J'aurai eu le temps. Qui sait? Pourquoi pas, hein? Ouais. Et puis justement, alors si on revient au lien avec la musique de film, jouer de la musique de film sur scène? Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Laurent Lévesque. On s'est rencontré à un festival, et qui est pianiste, compositeur, et qui m'a dit, j'aimerais qu'on fasse de piano et je reprenne des musiques de film sur scène. Donc on s'est lancé là-dedans. On a déjà donné 2-3 concerts. Et alors là, pareil, les 2 pianos, c'est une formation fantastique. Parce que le piano est quand même un instrument très complet. On peut faire beaucoup de choses sur un piano. Mais alors 2 pianos, là, ça permet un truc assez grandiose. Et puis surtout, on se répond. Moi, j'ai souffert de la solitude du pianiste. C'est très solitaire, c'est à la fois magnifique et un peu ingrat, parce qu'on n'est pas dans cette vie, dans cette communauté qu'il peut y avoir entre musiciens d'orchestre, qui tournent beaucoup, voilà, le pianiste, il est un peu tout seul, ou alors de temps en temps, il vient soit comme soliste, comme invité, soit jouer une petite partition dans l'orchestre, mais c'est pas un instrument de l'orchestre. Donc j'étais un peu seule. Et donc se retrouver à jouer en 4 mains ou de piano, c'est hyper... c'est une sensation très agréable. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui me plaisent. Il y a le piano grandiose, le répertoire classique qui est quand même... Enfin voilà, la musique classique, il y a des choses... Moi, j'aime bien, je trouve que la musique, je le dis souvent, hein, ça touche au divin, ça touche à quelque chose qui est assez extraordinaire. Et il y a quand même des œuvres absolument sublimes dans le répertoire classique. Donc ça, c'est une chance de pouvoir toucher à ça, de pouvoir interpréter des musiques de films, de pouvoir improviser, de pouvoir composer.
C'est une vraie chance de pouvoir faire tout ça. Donc merci ma famille d'avoir insisté pour que je travaille dur et que j'aille moins m'amuser avec mes copains et mes copines quand j'étais petite. Mais merci parce que c'est un cadeau de la vie incroyable. Cette rigueur que vous aviez eue au conservatoire, est-ce que ça vous a aidé aussi dans l'apprentissage de votre métier d'actrice? C'est certain. Comme je suis arrivée sur le tard, mon premier film, j'avais 25 ans. Et surtout, j'avais juste été dans un cours de théâtre 1 an et je ne connaissais pas. Et le premier réalisateur qui m'a engagée parce que c'était un peu à l'arrache, parce qu'il y avait une comédienne qui était partie, donc il fallait qu'il trouve très vite. Mais sur un choix de plusieurs actrices, je sais qu'il m'a engagée parce qu'il savait que j'aurais cette rigueur-là et que je serais capable d'un sérieux et d'une rigueur dont il avait besoin sur ce film-là. C'était un film avec plein d'ados, dont je faisais partie, ado attardé, on va dire, 25 ans. Et il fallait quand même que ça se tienne, quoi. Donc je pense que oui, ça m'a permis de rentrer dans ce milieu. Francis Weber, dans la doublure, c'est pas que... Alors oui, il recherchait un rôle particulier, il recherchait un physique, entre guillemets, particulier, mais c'est surtout sur la musicalité. C'est quelqu'un qui travaille sur la musicalité, quelqu'un qui a qui va vous dire une phrase. Il y aura un phrasé, et s'il ne l'a pas, il peut vous faire 150 prises. Je mens pas, il y a des acteurs hyper doués et reconnus qui se sont arrachés les cheveux, qui n'en ont plus depuis d'ailleurs, pour certains, et qui ont souffert terriblement. Et moi, j'étais très à l'aise, mais j'avais pas de mérite. C'était un rythme que je connaissais. Donc oui, ça m'a... Et puis surtout, j'avais pas trop le trac, parce que j'avais vécu des choses tellement... où j'ai eu tellement le trac que là, j'avais fait mes armes, je les avais faites, mais avec la musique. Mais c'est très lié. Hein. La musique vous apprend à écouter, à interpréter toutes ces notions. Oui, et puis, ça m'a permis aussi de me sentir un peu légitime et pas de me dire j'arrive en dilettante. Non, j'avais déjà travaillé avant sur autre chose, certes, mais j'avais pas l'impression d'arriver que en mode propulsé là. Je savais ce que c'était que le travail. Donc j'ai jamais perçu ce métier comme un métier de pur divertissement ou d'amusement. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que ça ait l'air simple, comme un instrument, quand on voit quelqu'un qui joue et qu'on se dit, oh là, ça coule de source, mais qu'il y avait beaucoup de travail derrière. Et puis parmi les influences, en tout cas au niveau des compositeurs de musique de film, vous citez Philippe Sard, c'est bien juste? Comment... Ah oui, c'est bien juste. Alors évidemment, il n'y a pas que lui, mais je pense que c'est le premier... Quand j'écoutais une musique et je ne savais pas de qui c'était, il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était pas aussi simple, mais c'est le premier où je suis allée chercher, mais qui a écrit ça, qui a fait cette musique, d'où ça vient. Et donc c'est le premier nom que j'ai vu, et c'est donc ma première référence. Et lui, par exemple, typiquement, il fait des musiques qui vous transportent et qui vous font mal aussi. C'est des harmonies qui me plaisent énormément. Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques mois ou 1 an de fou, c'est-à-dire que Philippe Sard et Jean-Loup Dabadi, je ne dis pas de bêtises, avaient composé et écrit la chanson d'Hélène dans Les choses de la vie, que peut-être j'essaierai de vous jouer si je retrouve d'oreille, mais qui est une chanson qu'on connaît tous, que chante Romy Schneider. Et il en avait écrit une aussi pour César et Rosalie, donc un film de Claude Sautet, Romy Schneider aussi. Et Romy Schneider devait chanter La maison sur la plage, donc composée par Philippe Sard, écrite par Dabadi. Et Sautet avait refusé finalement au dernier moment en se disant qu'il ne voulait pas que cette chanson prenne le pas sur son film, de la même façon que la chanson d'Hélène avait pris un peu le pas sur Les choses de la vie. Et 40 ans après, ils ont sorti avec Universal, je crois, un vinyle et un CD un peu collector qui s'appelle Romy, Sard, Sautet et les autres. Et j'ai enregistré, j'ai chanté cette chanson, donc La maison sur la plage, et j'avais Philippe Sard à côté de moi. C'était un moment juste pareil, quoi.
hors du temps. On se dit, mais c'est fou, quoi. Je suis dans un studio avec mon compositeur préféré, qui est encore en vie, quelle chance. Ce que Sautet, malheureusement, n'est plus là, et Romy non plus. Et voilà, donc ça permet des moments assez merveilleux. Ça devait être génial. Ouais, puis il était hyper ému. Ouais. Donc, voir Philippe Sard ému de ce qu'on peut faire, on se dit, c'est marrant, les rôles sont un peu inversés, quoi. Non, c'était un beau moment. Est-ce que vous, quand vous êtes sur un tournage de film, est-ce que vous êtes en contact vous-même en tant qu'actrice avec le compositeur ou la compositrice de musique, ou pas du tout? Parfois, ils viennent, il ou elle vient sur le tournage, mais c'est non, assez rarement. Vous découvrez au final ce que la musique va apporter au film. Ouais, alors parfois, je parle pas de mes films, mais autant parfois ça peut sublimer un film et rendre même des films cultes, autant parfois ça peut desservir un film. C'est très compliqué, c'est une alchimie qui parfois fonctionne et parfois non. Ça m'est arrivé de voir des films et de me dire c'est dommage parce que cette musique malheureusement gâche un peu les émotions, ou ça veut trop nous raconter que c'est des moments ou tragiques ou drôles. Donc c'est pas toujours évident. Et Sard, justement, pour parler que de lui, mais il y en a tellement d'autres, je trouve, a beaucoup participé à ce que... Je pense aussi à la musique de Jean-Jacques Hano, de l'Ours, je ne sais pas si vous voyez. Et lui, il ne s'est pas caché de son inspiration, qui était une inspiration de Tchaïkovski, sur les saisons de Tchaïkovski, et je crois que c'était le mois de juin. Et c'est vrai que je me rappelle avoir infiniment aimé cette musique de l'Ours, et au conservatoire, à un moment, travailler un passage de Tchaïkovski et me dire mais je connais, mais je connais différemment. Et je me suis dit tiens, mais j'étais heureuse de voir que Philippe Sard avait dit je me suis inspirée de cette musique, donc du répertoire classique que j'aimais infiniment, parce que ça, on a le droit. C'est ça aussi, c'est comme la littérature, c'est comme l'amour, il n'y a pas de... tout s'inspire, tout est un éternel recommencement. Dans la musique de Bach, il y a une modernité absolue, il y a du jazz, il y a des sonorités dissonantes, et je pense qu'on s'inspire de musique depuis toujours. Enfin, voilà, ça, on retrouve très souvent des airs qui nous rappellent quelque chose. Et des compositeurs autres que Philippe Sard, vous avez d'autres influences? Il y a influence, je ne sais pas, mais il y a Georges Delerue, il y a Michel Legrand, pour parler que des Français. Après, il y a évidemment Hans Zimmer, qui me fascine, qui ne sait pas jouer d'un instrument. Donc comme quoi, on n'a pas besoin d'être un virtuose d'un instrument pour maîtriser cet art-là, mais qui est un virtuose en revanche des sons, de cette recherche de... Bon, évidemment, John Williams, enfin, il y en a tellement, j'ai pas les noms. C'est comme si vous me disiez quel est lui-même, qui était pianiste. Qui était pianiste, ouais. John Williams, concertiste. Mes inspirations, ma maman. Ennio Morricone. Vraiment. Ennio Morricone, non, bien sûr, il y en a tellement. Pour revenir sur Hans Zimmer, si jamais, pour votre information, mercredi, ici à midi, on aura une rencontre masterclass avec Nathan Stornetta, qui est un compositeur de musique de film qui a travaillé durant près d'une dizaine d'années avec Hans Zimmer, justement. Alors qui était, lui, après avoir fait des études à la Royal Academy à Londres, qui, lui, a toutes les compétences, les connaissances, effectivement. Mais il me racontait que de bosser avec Hans Zimmer, c'est assez fantastique, parce que c'est quelqu'un qui va donner l'idée, l'impulsion, la mélodie. Hans Zimmer, c'est un peu comme François de Roubaix, quoi. C'est quelqu'un qui... François de Roubaix, je connaissais mal, ou en tout cas, j'avais pas toujours fait le rapprochement avec des films dont il avait fait la musique. Lui, c'était un des précurseurs aussi dans la recherche des sons. Il était incroyable, lui. Mort trop tôt, malheureusement. Mais... Oui, malheureusement, oui. Chapi Chapeau, vous connaissez? C'est lui, François de Roubaix, le générique. Oui, entre autres. Ouais, entre autres, non, mais à part ça, réécoutez ce générique qui est absolument génial. Ça me fait rire parce que c'est Chapi Chapeau, les petits trucs, mais franchement, la musique est c'est dommage, je ne connais pas les Ouais. Petite référence là. Ouais. Prochaine fois. Ouais, le piano, vous voulez
Vous disiez que peut-être vous Oui, pourriez jouer quelque chose ou bien... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je vais vous jouer une composition. Génial. D'accord. Oh. Merci beaucoup. Il est très beau ce piano. Il est bien, hein? Ouais, Ouais. très beau. Ça, c'est un truc particulier aussi avec le piano. C'est que je le connais pas. On se connaît pas. Donc, un violoniste, un guitariste, enfin, moi, il va venir avec son ami, son instrument. Donc, c'est hyper intéressant de découvrir, parce que ça donne des interprétations différentes. Il y a des sonorités, il y en a qui sont un peu compliquées, puis il y en a, on entend un toucher, on se dit « Oh, ah, ça m'inspire vachement, ça ». Mais c'est très drôle, ça. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup de ne pas toujours avoir le même instrument. C'est assez agréable. Oui, puis c'est vrai. Alors moi, je suis guitariste, donc j'ai tout le temps ma guitare avec moi. C'est vrai, ce que vous dites est tout à fait vrai. Le pianiste, il arrive à chaque fois dans une salle, c'est un nouveau piano, c'est une nouvelle découverte. Ça marche pas. On apprend un peu à connaître. Mais c'est vrai qu'alors parmi les compositeurs ou compositrices de musique de vieux film qu'on a reçus là, ils ont tous fait une petite. Enfin, ils m'ont tous dit Gabriel Yared, Alexandre Desplat, Jean-Benoît Dunkel qui était là aussi, et qui ont tous joué un peu de morceaux. Il y a Calogero qui est venu aussi, qui a fait un peu. Et c'est vrai. On a tous parlé de ça. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on discute, c'est génial, mais dès qu'on a de la musique qui arrive, on entre, comme vous disiez, quelque chose de sacré presque. On passe, c'est autre chose. Ouais. C'est un autre palier, quoi. C'est autre chose. Ouais, c'est ça. La musique. Donc voilà, c'est vrai. Puis alors moi j'ai la chance d'être maintenant depuis 10 ans directeur de cette école. Et on a à peu près 1000 élèves, un peu plus de 60 profs. Et on baigne dans la musique à longueur de journée. Donc c'est vrai que c'est privilégié. Bien sûr. C'est vraiment privilégié. Et comment on rentre dans votre école? Il y a un concours d'entrée? Non, c'est une école ouverte à tout le monde. Ouais. D'accord, justement, c'est beau. Ouais, c'est important. Et puis c'est vrai que, comme vous le disiez avant, en enseignant ici le jazz et les musiques actuelles, on a moins cette exigence technique de travail et ce rapport compétitif entre les gens. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'ADN du jazz et des musiques actuelles, c'est le jeu de groupe. Donc on va jouer ensemble. Mais ça fait penser à quelque chose d'enfantin. Ouais. Quand on est enfant, on joue ensemble. On ne se pose pas forcément la question de savoir qui joue le mieux à chat perché, ou voilà, on partage. Et il y a de plus en plus d'écoles aussi qui intègrent la musique très tôt. À leur apprentissage, et c'est la meilleure idée du monde. Ouais. Et quand on est un tout petit,
c'est là où on peut emmagasiner le plus de choses, et à la fois des langues étrangères et donc la musique. Si on a l'oreille qui est formée à la musique dès le plus jeune âge, on sera forcément, on aura un lien particulier, et on sera ouvert à ça. Je crois beaucoup à ça. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'ici, je crois qu'il y a dans beaucoup d'autres endroits, ils ont essayé ça, un projet qui s'appelait Orchestre en classe, où ils amenaient des instruments en classe et les élèves d'une classe donc normale dans laquelle on apprend les maths, les français, etc. Et ils faisaient de la musique 2 fois par semaine et ça donnait des résultats incroyables. Mais oui, Cette concentration. Ça m'étonne pas. Mais regardez un film, je pensais à ça comme les choristes, tout de suite comme ça fédère. C'est exactement ça. Ça peut amener. Il n'y a pas que les choristes, hein, il y en a plein, mais ça peut changer la vie. Ça peut changer la conception des choses. Ça peut changer. Il y avait un film magnifique là qui est sorti. Il y a pas un film italien, évidemment, j'oublie le nom, sur des femmes dans un couvent qui se cachent parce qu'elles ont découvert un piano justement dans un grenier, qui se cachent pour jouer et qui découvrent une vie qui n'a rien à voir. Et c'est pas pour rien non plus, enfin là on va rentrer dans complètement autre chose, mais que la musique est interdite dans certains pays, dans certaines cultures, parce que ça donne une liberté, ça ouvre tellement à d'autres choses qu'on veut surtout faire attention à... Ouais. Exactement. L'heure avance et je sais que moi j'aimerais bien discuter encore des heures aussi, avec vous, aussi, mais vraiment, on a et puis avec vous aussi peut-être. Voilà justement. Donc voilà. il y a dans ces rencontres il y a à chaque fois un moment d'échange possible entre le public et notre invité du jour, Alice Taglioni. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Sans micro. Ouais, alors en fait sans micro, je la répéterai peut-être juste pour la captation puis comme ça. Alors, au tout début, comme je disais, vu que j'arrivais d'un milieu qui n'était pas celui-là, vraiment mes tout premiers rôles, on va dire que je me suis laissée porter avec c'était une découverte, quoi. C'était merveilleux de se laisser porter et de se rendre compte que des réalisateurs ou réalisatrices, qui en plus étaient quand même assez renommés, me proposaient des rôles. Et j'avais une agent à l'époque, mais je n'étais pas conseillée. Donc j'y allais vraiment à l'instinct. Et je choisissais... En fait, j'avais envie de dire oui à tout. Donc j'y allais un peu comme ça. Et puis après, on a envie... par rapport à des choses, j'ai fait beaucoup de comédies romantiques, et j'adorais ça. En plus, c'était vraiment basé sur le rythme. La comédie, c'est hyper intéressant pour ça. Enfin, ça me parlait pour ça. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose beaucoup plus risqué, vers quelque chose que je connaissais pas. Donc après, je me suis orientée plus vers des drames, des films peut-être un peu plus auteurs. Et puis après, effectivement, c'est un coup de foudre avec un scénario, avec une histoire, avec un personnage, plus qu'avec un réalisateur. C'est vraiment est-ce que j'ai envie de raconter cette histoire? Est-ce que j'ai envie d'être ce personnage? Je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir, plutôt que, comme on pourrait être tenté de le faire de temps en temps, est-ce que ce film va marcher? Est-ce que ce film est... Voilà. Donc, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que... Enfin, c'est de moins en moins évident. Moi, je réfléchis beaucoup plus maintenant et je me pose beaucoup plus de questions quand je lis un scénario et quand je dis oui ou quand je dis non. Parfois, je dis non à regret, mais parce que je sens que soit je l'ai déjà fait, soit je vais pas... prendre de plaisir, parce qu'il y a aussi ça. Il faut savoir que c'est 2 mois, 3 mois de tournage, et puis c'est un vrai investissement avant et après. Donc est-ce qu'on va être heureux d'être là et de faire ça? Bon, enfin, il y a plein de, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et c'est pas facile de dire non.
surtout dans ces métiers-là, qui sont des métiers où on dépend du désir des autres, et où le désir peut, en tout cas, on peut ressentir qu'il s'éteint très vite, qu'il y a d'autres acteurs, d'autres actrices qui arrivent, comme les fameux pianistes qui avaient 12 ans pendant que moi j'en avais 16, et qui étaient meilleurs que moi et qui prenaient la place, quoi. Donc, on dépend de ce désir-là, on a envie d'être toujours dans le paysage, et en même temps, parfois, on est obligé de dire non, et c'est très paradoxal, c'est pas facile. Une autre question, oui. De jouer, pardon ? Une fausse note. Là, j'ai fait exprès d'en appuyer une à chaque fois, là, quand j'ai joué. Qui n'est pas une fausse note, mais je dis, je vais la faire un peu plus forte. Parce que elle n'est pas dans le... Justement, non. Ça m'arrive, mais ce n'est pas volontaire. Après, quand c'est des compositions, ça peut tout à fait passer pour un choix. Mais quand c'est du répertoire classique... Quand j'ai joué les variations sérieuses, justement, j'ai écouté beaucoup d'interprètes. Et j'ai écouté notamment Richter. Il en foutait partout. Mais partout, des fausses notes. Comment ? Non, c'est juste que... Il jouait. Et on s'en fiche, mais alors royalement, de ces fausses notes. Et donc, c'est pas la question. On essaie d'en mettre le moins possible, hein, bien sûr, mais c'est pas si gênant parfois. Je crois que c'est Miles Davis qui disait qu'il n'y a pas de fausses notes, il n'y a que des mauvaises intentions. Oui, sans doute. Une note, ouais. Quand on l'assume, quand elle est jouée, elle aura beau être fausse. Vous imaginez, c'est comme le percussionniste ou le trompettiste qui a une seule note à jouer dans l'orchestre. Là, la fausse note, si elle arrive, elle est un peu embêtante. Là, elle s'entend plus. Vous avez... Ouais. Lorsque vous lancez dans une composition, comment est-ce que vous sentez que vous allez commencer cette composition par telle ou telle note ? Ça vient tout seul. Alors il y a les défauts de ses qualités, en fait. C'est que le problème de ça, c'est que souvent c'est très court et qu'il y a une première partie, mais où est la deuxième, où est la troisième ? Que c'est souvent pareil, que c'est souvent les mêmes notes, le même endroit, donc il faut se méfier de ça. Mais c'est pas du tout cérébral. J'ai des amis, j'ai des proches qui composent avec d'abord la partition, avec d'abord une grille bien définie, des harmonies, enfin des modalités, des mots, voilà, bref, modalités, non, je sais plus. Des modes. Enfin, tout est bien défini. Le solfège, c'était pas trop mon truc. Et c'est intéressant, mais je saurais pas faire ça. Et donc, c'est vrai que je laisse libre cours à ce qui vient. Il y a des morceaux que je joue et que j'aurais composés il y a 30 ans. D'autres, il y a 2 jours. Un des morceaux que j'ai joué jeudi, je pense que je l'ai composé il y a 2 semaines. Et je l'adore. Et il est très différent, forcément, de ce que j'ai pu composer il y a 20 ans. Mais tout est intéressant et c'est hyper intéressant de voir ce qui sort spontanément maintenant, à mon âge, avec ma sensibilité d'aujourd'hui, et ce qui sortait il y a 20 ans ou 25 ans. Et c'est pas très éloigné. Il y a toujours une forme de mélancolie. Bon, là, celui que j'ai joué est un peu triste. Enfin, je sais pas si c'est triste, mais il y a toujours chez Sard aussi, je reviens toujours à lui, parce que quelque chose qui tend vers la lumière et vers quelque chose de pas joyeux, mais de lumineux, mais avec quand même une vraie mélancolie, alors que je suis quelqu'un de plutôt joyeuse, mais en tout cas dans la musique que j'exprime, c'est plutôt mélancolique, quoi. C'est marrant, c'est votre question par rapport à la composition, c'est un sujet génial, vaste. Et alors, je parle 2 secondes d'une expérience que j'ai vécue qui m'a marqué par rapport à ça.
J'ai rencontré une personne assez incroyable qui s'appelle toujours, je crois, Olga Letikai, qui était une chamane Tchoukch. Et Tchoukch, c'est une région en Sibérie où il faut 2 jours de motoneige depuis le... Voilà, c'est tout perdu. Et elle a atterri ici par amour. Elle s'est mariée avec un anthropologue suisse. Et vu qu'elle est artiste, à l'époque, j'étais jeune musicien, j'étais en train d'essayer de composer. Puis que des fois, on est devant la feuille blanche et c'est dur. On aimerait, on doit, on a quelque chose à rendre, on doit enregistrer un album, etc. Et je lui dis, Olga, j'arrive pas à trouver l'inspiration. Puis elle, toute relaxe, elle me dit, mais Julien, tu n'as qu'à écouter tes muses. Voilà, c'était tellement simple qu'il y avait des choses invisibles qui étaient là pour nous inspirer et nous donner ces choses-là. Sans jugement. Et, voilà. Et puis alors, franchement, ça marche. Hein. Ah, ça marche. Merci. Ouais, je vais, pas mal. Je vais me servir de cette très belle phrase. C'est ça. Et peut-être arrêter aussi de se dire, mais que penserait un tel, et juste, voilà, qu'est-ce que moi je ressens. Arrêter de se dire, moi j'ai beaucoup ça. Hein. J'ai beaucoup ce truc de... Mais ça vient de l'exigence, du côté un peu académique de mon apprentissage de la musique. Et parfois, quand je compose, je me dis non, mais c'est nul, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont penser les vrais? Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut laisser libre cours. Il y a de plus en plus de playlists. Je ne sais pas si vous savez, si vous écoutez, mais il y en a tellement de playlists de piano chill, piano. Il y a forcément des choses qu'on n'aime pas, qui ne sont pas notre sensibilité, ou même on se dirait, c'est pas à fouler trop. Mais n'empêche que ça existe et n'empêche que ça touche des gens. Donc il n'y a que ça qui est intéressant. C'est pas de se dire, oui, il a mis 2 notes, franchement, il s'est pas embêté. Non, c'est là, donc ça touche des gens. Il faut faire faut faire avec sincérité, pour revenir à votre question, il suffit pas juste de jouer, voilà, il faut travailler. Ça peut pas être simplissime comme ça. Bien sûr qu'il faut rechercher. Gonzalez, avec qui j'avais parlé, c'est un fou, lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça viendrait tout seul, mais c'est des heures et des heures et des heures de recherche, de travail, mais toujours dans la sincérité. Et dans une confiance énorme. Et ça, la confiance, c'est quand même... c'est l'amour dont on parle dans ce festival. La confiance, elle vient de l'amour qu'on reçoit des auditeurs. Je parlais d'Instagram, ça peut être un commentaire, ça peut être une phrase, genre merci, ça change ma vie, ou merci, ça me touche au cœur. Ça peut juste être ça, et la confiance est là. Hein. Une autre question? Profitez. Ah oui. Si vous aviez à faire la musique d'un film ou d'une série télévision, vous pourriez composer pour d'autres instruments que le piano ou bien... Ah oui, oui. Ça, j'adore, parce que j'ai découvert, il y a des logiciels maintenant. J'ai découvert Logic Pro. Trop beau, trop bien. Ça, c'est un autre rêve, c'est avoir mon endroit à moi, un studio, pas de cris d'enfants, pas de sonnerie d'un livreur, de l'aspirateur, juste un truc avec piano, synthé, logiciel et passer des heures et des heures et des heures à chercher. Moi, j'adore avoir les autres voix, justement, sur un air. Là, sur le piano, quand je joue quelque chose, j'aimerais bien rajouter un contre-champ. Ouais, ah oui, ça, j'adorerais. Je l'ai fait. Et ouais, j'adore. Et souvent, je chante. Je compose et je chante aussi. Et le chant permet d'amener justement ce contre-chant. Donc oui, je ne sais pas si je saurais le faire, mais en tout cas, ça me plairait beaucoup. Ouais. Oui. Bon, presque tous. Vraiment, je pense à des westerns, Ennio Morricone, je pense à
pense à Haïti, Rencontre du troisième type. On a tous ces notes. C'est pas grand-chose. C'est tout, le film. Emilia Pérez, récemment. Ce film n'existe pas sans la musique. Après, c'est un film qui est fait sur ce livret-là. C'est une comédie musicale. Mais typiquement, je trouve ça formidable que ça ait été reconnu dans le monde entier. Des musiciens français qui sont super. Camille, qui est une chanteuse que j'aime depuis toujours, qui a une folie et qui en même temps... en fait, moi, j'aime les musiques mais où il y a une vraie mélodie qui ressort. Et enfin, 98% des fois, la musique va bien avec le film. Quand je dis ça peut desservir, c'est rare, mais c'est désagréable quand ça arrive. Mais j'ai pas d'exemple là d'un film, mais si, allez, c'est pas forcément joyeux, mais La liste de Schindler, John Williams, cette musique, c'est tout, quoi. On entend 3 notes. Est-ce que si on avait entendu cette musique avant de voir le film, on aurait pleuré? Oui, je suis sûre que oui. Enfin, ça, comment dire, c'est magique, c'est miraculeux quand les choses s'accordent comme ça. Je trouve. Hein. Et il y a très souvent, d'ailleurs ça sera le cas cet après-midi à 14h, il y a des binômes. Luc Besson, Eric Serra, on reçoit Eric Serra, bien sûr. John Williams, Steven Spielberg, Ennio Morricone et Sergio Leone. Comment Tim Burton aidez-moi, Danny Elfman. Elfman, voilà, Danny Elfman, ouais. Et c'est vrai qu'à force, je pense que c'est une relation qui est tellement, c'est presque les deux faces d'une même pièce finalement. C'est vraiment la musique et la... Et c'était intéressant dans Ne le dit à personne. C'était une autre conception aussi, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que Mathieu Chédid, donc il voit le film et il compose dessus, mais en impro total. Ouais. Donc il n'y a pas de règle. Ouais. D'ailleurs, il était là l'année passée pour nous, il l'a raconté. Parler ça, oui. Et il joue ce soir. Il est là ce soir? Il est là ce soir. Mais non. Mais pas dans le cadre des rencontres, à Salle Métropole. Ah, trop bien. Ouais. Mais justement, Mathieu le disait aussi lui aussi. Lui, il n'a pas fait d'études de composition de musique de film. Il est venu comme ça par son copain. C'est un guitariste extraordinaire. Ah, fantastique. Il est merveilleux. Ah, moi, je l'aime énormément, ouais, vraiment. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, on a encore des rencontres ici. Et justement, vous parliez d'Emilia Pérez. On reçoit Pierre-Marie Dru, qui est le superviseur musical d'Emilia Pérez, notamment, et du Comte de Monte Cristo, ici, mardi à midi. On reçoit le pianiste Randy Kerber qui a joué dans La couleur pourpre, Titanic, Forrest Gump, toutes ces mélodies. Harry Potter, c'est lui. Donc, toutes ces rencontres, c'est fantastique. Ça va être génial. C'est génial. C'est quand? Randy Kerber, lundi. Lundi, ouais, c'est ça. Je serai pas là, mais ça va être top. Puis, on arrive gentiment au bout. Y aurait-il une dernière question? Oui. Franchement, c'était au tout début. Et puis, quand on vous propose de jouer dans La Panthère Rose avec Steve Martin, entre autres, on dit oui. Voilà. Non. Même si on l'adore. Hein. Ouais. Très bien. Mais bien, bonne transition par rapport à la musique indispensable par rapport à un film. La Panthère Rose, tout de suite. Il n'y a pas une personne au monde, en tout cas très peu, qui n'ont pas la musique. C'est génial. Et puis votre expérience sur ce film par rapport au tournage? Waouh, il y a longtemps. Hein. Et puis j'avais pas été choisie pour une raison très artistique, si je dois vous avouer, mais je vous dirai pas pourquoi. Mais ça n'existerait plus aujourd'hui. Très bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alice Taglioni. Merci à vous. Hein. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici. Et c'était très agréable d'être là pour parler de musique. C'est ça. C'est vraiment... j'adore cette idée de ne pas être l'actrice qui sait jouer du piano. Ça, c'est aussi un peu mon
mon plaisir, c'est de plus entendre, et encore une fois, c'est pas grave, mais ah ouais, elle joue du piano. Non, c'est voilà, quand je vois marqué actrice et pianiste, je trouve ça top. Voilà. Merci beaucoup. Tout le meilleur Allez, pour merci vous, beaucoup. Alice. Merci.